L'enveloppe est arrivée un jeudi pluvieux du mois de mars. Du papier à en-tête, épais, officiel. Le genre de document qui change des vies. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vu les mots « procédure d'interdiction » et « incapacité mentale avérée », j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes beaux-parents, Richard et Constance Pemberton, demandaient au tribunal de me déclarer légalement incapable de gérer ma propre vie. Ils voulaient le contrôle total sur tout ce que je possédais. Chaque compte bancaire. Chaque propriété. Chaque décision. Comme si j'étais un enfant qui avait besoin d'être surveillé. L'ironie me brûlait plus que la colère. Ils ne m'avaient pratiquement pas adressé la parole depuis 3 ans, depuis les funérailles d'Émilie. Et maintenant, ils se présentaient avec des avocats coûteux et des requêtes judiciaires invoquant une profonde inquiétude pour mon bien-être. Je m'appelle Josh Mercé et j'ai 35 ans. Jusqu'à l'arrivée de cette enveloppe, je pensais avoir construit une vie solide et respectable. Je travaille comme conservateur adjoint au musée d'histoire naturelle de la ville, un poste modeste qui me permet de payer mes factures et de nourrir mon âme. Je passe mes journées parmi des fossiles anciens, des artefacts oubliés et les histoires silencieuses d'un monde qui n'existe plus. C'est un travail tranquille. Le genre de travail que les personnes ambitieuses trouveraient ennuyeux. Pour moi, c'était parfait. Je vis dans un appartement de 2 chambres dans un quartier calme, je conduis une berline de 7 ans qui fonctionne parfaitement, et le week-end, je restaure des meubles anciens dans le petit garage que je loue près de la rivière. Ma vie était organisée, prévisible et exactement comme je le souhaitais. Du moins, jusqu'à ce que ce maudit enveloppe transforme tout cela en un cauchemar juridique. Je dois revenir un peu en arrière pour expliquer comment j'en suis arrivé là. J'ai rencontré Émilie il y a 8 ans, lors d'une exposition d'art local. Elle se tenait devant un tableau impressionniste, la tête légèrement inclinée, complètement absorbée. J'étais là par obligation professionnelle, elle par pur amour de l'art. Lorsque nos regards se sont croisés, quelque chose s'est simplement produit. Elle était tout ce que je ne savais pas que je recherchais, gentille, curieuse, passionnée par les objets anciens et les histoires oubliées. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, lors d'une petite cérémonie intime. Les Pemberton ont détesté chaque seconde de cet événement. Richard Pemberton était associé principal dans un prestigieux cabinet d'avocats d'affaires. Constance présidait des comités caritatifs et collectionnait les contacts sociaux comme d'autres collectionnent les timbres. Il vivait dans un manoir à Riverside Estate, fréquentait le club de golf le plus exclusif de la ville et jugeait la valeur des gens à la taille de leur compte en banque et à l'importance de leur nom de famille. Je n'avais ni l'un ni l'autre. J'étais simplement conservateur de musée, titulaire d'une maîtrise en histoire et passionné par les objets anciens. À leurs yeux, j'étais une erreur. Un échelon en dessous. Une honte qui ternissait l'éclat du nom Pemberton. La première fois que j'ai dîné chez eux, Richard a à peine dissimulé son mépris. Alors, Josh, Émilie m'a dit que tu travaillais dans un musée. C'est intéressant. J'imagine que le salaire est convenable pour, disons, quelqu'un qui n'a pas de grandes ambitions. Constance a souri avec une froideur acérée. Je suis sûr que Josh a ses propres talents, mon cher. Tout le monde n'est pas né pour accomplir de grandes choses. Émilie m'a serré la main sous la table, ses yeux m'adressant des excuses silencieuses. Mais cela m'était égal. J'avais Émilie, et cela me suffisait. Nous avions construit une vie ensemble, simple et honnête. Elle travaillait comme graphiste indépendante, moi au musée. Nous avions acheté notre appartement avec nos propres économies, sans toucher un centime de la fortune des Pemberton. Les week-ends étaient consacrés au marché d'antiquités, aux randonnées, aux dîners à la maison. Nous n'avions pas besoin de manoirs ou de clubs exclusifs. Nous avions l'un l'autre. Puis, il y a 3 ans, Émilie a eu un mal de tête qui ne passait pas. 2 jours plus tard, elle était alitée à l'hôpital avec un diagnostic d'anévrisme cérébral. 1 semaine plus tard, elle nous quittait. 31 ans, toute une vie devant elle, effacée en un instant cruel et aléatoire. Le monde a perdu ses couleurs. La nourriture a perdu son goût. Me lever le matin semblait une tâche impossible. Les Pemberton se sont présentés à l'enterrement avec des visages convenablement sombres et ne m'ont pas adressé la parole, sauf lorsque cela était strictement nécessaire. Dans les semaines qui ont suivi, Constance m'a appelé 2 fois pour m'offrir son aide pour organiser les affaires d'Émilie. J'ai poliment refusé. Richard m'a envoyé un email me suggérant d'envisager de vendre l'appartement et de recommencer ailleurs, où les souvenirs ne seraient pas aussi douloureux. Je l'ai ignoré. La vérité, c'est qu'ils ne se sont jamais souciés de moi quand Émilie était en vie. Et après sa mort, ils ont tout simplement disparu. Aucun appel à la date anniversaire de sa mort. Aucun contact pendant les vacances. Rien. Pendant 3 ans, j'ai vécu ma vie, j'ai pensé mes blessures tout seul et j'ai continué à avancer de la seule manière que je connaissais, en me plongeant dans le travail et dans les choses que j'aimais.
Et maintenant, sorti de nulle part, il débarquait avec cette procédure judiciaire absurde. J'ai relu le document, les mains tremblantes de rage contenue. Les allégations étaient offensantes. Comportement reclus et antisocial. Choix financier discutable et refus de l'aide familiale. Signe de dépression chronique et incapacité à prendre des décisions rationnelles concernant son avenir. Il me dépeignait comme un homme au bord de la rupture, un veuf brisé gaspillant le modeste héritage qu'Émilie avait laissé, incapable de prendre soin de lui-même. C'était faux. Chaque mot était une déformation calculée de la réalité. Je n'étais pas reclus, j'étais sélectif. Je ne refusais pas les conseils, je refusais le contrôle. Quant à l'héritage d'Émilie, il m'appartenait, ce n'était pas à eux de le gérer. Mais en lisant entre les lignes, j'ai compris leur jeu. Ils voulaient avoir accès. Contrôler. Peut-être avaient-ils des problèmes financiers et voyaient-ils mon appartement payé et mon petit compte d'épargne comme une planche de salut. Ou peut-être était-ce de la pure mépris, une dernière tentative pour prouver que je n'avais jamais été assez bien pour leur fille. Je me suis assis dans mon petit salon, l'enveloppe toujours à la main, regardant autour de moi. Les étagères que j'avais construites moi-même, remplies de livres d'histoire et de biographie. La table basse que j'avais restaurée, trouvée dans une brocante et ramenée à la vie. Les photos d'Émilie et moi, souriant sur les plages et les sentiers. C'était ma vie. Ma maison. Mon sanctuaire. Et ils voulaient tout m'arracher avec un bout de papier et quelques mensonges bien construits. Pendant un instant, la panique m'a envahi. Et si ça marchait? Et si un juge me regardait mon travail modeste, ma vie simple, et était d'accord avec eux? Les gens qui ont du pouvoir et de l'argent ont les moyens de faire pencher la balance en leur faveur. Les Pemberton connaissaient des juges, avaient des avocats d'élite. Et moi, qu'avais-je? Un salaire de conservateur et une vie honnête. Mais alors, mon regard s'est posé sur la porte fermée de la deuxième chambre. Mon bureau personnel. L'endroit où je gardais ma véritable passion, mon secret silencieux. Et quelque chose a changé en moi. La peur s'est transformée en une détermination froide et tranchante. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient que je n'étais qu'un gendre inadapté, un veuf pathétique, un homme trop simple pour leurs ambitions démesurées. Ils n'avaient aucune idée. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et que vous voulez découvrir comment tout cela se termine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que les Pemberton étaient sur le point de découvrir au tribunal allait tout changer. Et lorsque le juge demanderait la liste officielle de mes biens, leurs expressions de confiance arrogantes se transformeraient en quelque chose que je garderais à jamais en mémoire. J'ai pris mon téléphone. Il était temps de trouver un avocat. Mais pas n'importe quel avocat. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne qu'il ne s'agissait pas seulement d'une bataille juridique. C'était une guerre. Et j'avais des munitions dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. J'ai trouvé un avocat nommé Thomas Brennan grâce à une recommandation du service juridique du musée. Il n'avait pas de bureau sophistiqué ni de nom célèbre, mais il avait quelque chose de mieux. 25 ans d'expérience dans la lutte contre les cas de tutelle abusive et de conservation prédatrice. Son modeste bureau se trouvait au 3e étage d'un ancien immeuble commercial, les murs recouverts de diplômes défraîchis et de photographies de clients reconnaissants. Ils prétendent que vous êtes incapable de gérer votre propre vie, m'a dit Thomas en parcourant le dossier d'un œil expert. Comportement reclus, dépression chronique, choix financiers discutables. C'est une tactique classique. Ils vous dépeignent comme une victime fragile qui a besoin de protection, alors qu'en réalité, ils veulent accéder à vos ressources. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. La question qui importe est, pourquoi maintenant? 3 ans après la mort de votre femme, ils sortent ça de nulle part. Qu'est-ce qui a changé? C'était la même question que je me posais. Richard et Constance n'avaient jamais montré de véritable intérêt pour moi. Quand Émilie était en vie, ils toléraient ma présence avec un mépris à peine dissimulé. Après sa mort, ils m'ont simplement effacé, comme si je n'avais jamais existé. Et maintenant, ils voulaient obtenir le contrôle légal de toute ma vie. J'ai besoin que vous soyez tout à fait honnête avec moi, a poursuivi Thomas en fermant le dossier. Ont-ils des raisons valables pour étayer ces allégations? Des problèmes de santé mentale? Des dettes cachées? Un comportement erratique? Rien, ai-je répondu fermement. Je travaille dans le même musée depuis 10 ans. Mon appartement est payé. Je n'ai pas de dette. Je vois régulièrement un thérapeute depuis la mort d'Émilie, mais il confirmera que je gère mon deuil de manière saine. Ma vie est stable et organisée. Thomas acquiesça d'un air pensif. Alors nous devons découvrir leur véritable motivation. Je vais engager un enquêteur pour examiner les finances des Pemberton. S'ils ont des problèmes financiers, cela change tout. Cela transforme une affaire de préoccupation familiale en tentative d'exploitation. Il griffonna quelques notes.
En attendant, vous devez tout documenter. Chaque interaction avec eux, chaque email, chaque message. Et Josh, il me regarda droit dans les yeux, préparez-vous à ce qu'ils salissent votre réputation. Ils inventeront des histoires, déformeront les faits, recruteront des témoins qui mentiront sous serment. Les Pemberton ont de l'argent et des relations. Ils vont utiliser les deux. Je suis sorti du bureau de Thomas avec un mélange de détermination et de nausée. L'idée de voir toute ma vie disséquée devant un tribunal, de voir des étrangers juger ma santé mentale et ma compétence, était violente d'une manière que j'avais du mal à comprendre. Mais je n'avais pas le choix. Soit je me battais, soit je les laissais tout prendre. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à reconstituer l'histoire complète des Pemberton dans ma vie. C'était une fouille archéologique de souvenirs douloureux que j'avais essayé d'enfouir. Richard Pemberton était le fils d'un juge à la retraite et le petit-fils d'un sénateur d'État. Son nom de famille avait du poids dans les milieux juridiques et politiques. Il avait bâti sa carrière en défendant des entreprises dans des procès liés au droit du travail, le genre d'avocat qui trouvait des failles juridiques pour protéger les entreprises qui lésaient leurs employés. Il avait la réputation d'être d'une compétence implacable et d'avoir une éthique flexible. Lors des réceptions, il adorait raconter comment il avait détruit des témoins à la barre ou écrasé les affaires de la partie adverse. Émilie avait l'habitude de se recroqueviller lorsqu'il parlait ainsi, gênée par la cruauté désinvolte de son propre père. Constance était différente, mais tout aussi destructrice. Elle venait d'une famille fortunée depuis longtemps, qui avait fait fortune dans l'immobilier 3 générations auparavant. Son rôle était d'être l'épouse parfaite d'un avocat prospère, organiser des dîners impeccables, présider des comités caritatifs, être photographiée lors d'événements de bienfaisance. Mais derrière cette façade élégante, c'était une femme obsédée par le statut social et les apparences. Pour elle, les gens se divisaient en 2 catégories, ceux qui étaient utiles et ceux qui étaient jetables. J'appartenais clairement à la seconde catégorie. Je me souviens de la première fois où Constance m'a évalué. C'était lors d'un dîner de présentation, 2 semaines après qu'Émilie m'ait présenté à ses parents. Constance m'a examiné de la tête aux pieds avec un regard froid et calculateur, notant ma veste achetée en solde, ma montre simple, mon absence de bijoux ostentatoires ou d'accessoires de marque. Josh travaille au musée d'histoire naturelle, a déclaré Émilie, la voix chargée d'une fierté sincère. Il est spécialiste des artefacts indigènes de la région. Il aide à cataloguer une incroyable collection de céramique précoloniale. C'est charmant, répondit Constance, son ton laissant clairement entendre qu'elle trouvait tout sauf charmant. Et ça paie bien? Assez pour, disons, subvenir confortablement aux besoins d'une famille? Émilie rougit. Maman, nous venons à peine de commencer à sortir ensemble. C'est juste par curiosité pratique, ma chérie. Après tout, tu as été élevée avec certaines normes. Elle me sourit, mais c'était le sourire d'un prédateur évaluant sa proie. Je suis sûr que Josh a beaucoup de qualités admirables. La passion pour l'histoire morte en fait certainement partie. Richard fut plus direct. Après le dîner, il m'emmena dans son bureau sous prétexte de me montrer sa collection de cigares cubains. Dès qu'il eut fermé la porte, le masque de l'hospitalité tomba. Je vais être franc avec vous, Josh. Ma fille peut trouver beaucoup mieux. Émilie est belle, intelligente, issue d'une bonne famille. Vous êtes conservateur de musée et vous gagnez quoi? 50, 60 000 $ par an? Vous vivez où? Dans un appartement loué dans un quartier moyen? Il alluma un cigare, la fumée bleue s'élevant entre nous. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne. Juste inadaptée. Voici donc mon offre. Je paie vos dettes d'études, je vous donne 50 000 $ et un contact dans un cabinet d'avocats d'affaires à Seattle. Un bon emploi, loin d'ici, un nouveau départ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rompre avec Émilie et de disparaître de sa vie. Je suis resté immobile, digérant le fait qu'il essayait littéralement de m'acheter pour que je sorte de la vie de sa fille. Je n'ai pas de dette d'études, répondis-je calmement. J'ai travaillé pendant toute ma scolarité et mes études supérieures pour payer mes études. Et je ne suis pas intéressé par le droit des affaires ni par déménager à Seattle. Mais surtout, je ne suis pas intéressé par rompre avec Émilie. Je l'aime. Richard eut un petit rire rauque. L'amour. Tu as 27 ans et tu penses que l'amour paie les factures ou construit un avenir. Il a pointé son cigare dans ma direction. Tu vas la décevoir. Ce ne sera pas aujourd'hui ou demain, mais ça arrivera. Quand elle voudra une maison dans un quartier décent et que tu ne pourras pas te le permettre. Quand ses amis voyageront en Europe et qu'elle économisera pour changer sa vieille voiture. Quand elle se rendra compte qu'elle a choisi la passion romantique plutôt qu'un partenariat pratique. Il souffla de la fumée. Et quand ce jour viendra, je serai là pour te dire, je te l'avais dit. Mais il avait tort.
Émilie ne s'est jamais souciée des grandes maisons ou des voyages en Europe. Elle voulait créer de l'art, explorer les musées, trouver la beauté dans les choses simples. Nous avons construit une vie basée sur des valeurs communes, pas sur des comptes bancaires. Et cela les mettait en colère d'une manière que j'ai mis des années à comprendre. Ce n'était pas seulement que je n'étais pas assez bien pour Émilie. C'était qu'elle avait choisi le bonheur authentique plutôt que le genre de vie vide qu'il menait. Notre mariage était un miroir reflétant les fissures dans le leur. Après notre mariage, une petite cérémonie qu'ils ont boycottée avec des excuses bidons, nos relations se sont détériorées pour devenir d'une froideur polie. Les invitations pour les fêtes arrivaient avec des retards opportuns. Les appels téléphoniques étaient courts et superficiels. Lorsque nous avons acheté notre appartement, Constance est venue nous rendre visite une fois, a fait des commentaires passifs-agressifs sur la taille des pièces et n'est jamais revenue. Richard n'a jamais franchi notre porte. Et puis Émilie est morte. L'anévrisme a été soudain et dévastateur. L'instant d'avant, elle riait de quelque chose sur son ordinateur portable. L'instant d'après, elle tombait au sol en convulsions. L'ambulance est arrivée en 7 minutes. Elle est morte sur le chemin de l'hôpital. 31 ans, et simplement éteinte comme une bougie dans un vent violent. Les funérailles ont été un brouillard de douleurs sourdes et de visages en larmes. Richard et Constance se sont assis au premier rang, acceptant les condoléances comme s'ils étaient les seules victimes de la tragédie. Constance pleurait délicatement dans un mouchoir en soie. Richard était stoïque et sombre. Aucun des deux ne m'a adressé la parole, à part une brève poignée de main froide. Dans les semaines qui ont suivi, Constance m'a appelé pour m'offrir son « aide » afin de mettre de l'ordre dans les affaires d'Émilie. Elle voulait ses bijoux, ses robes, ses photos. Tu n'as pas besoin de porter ces souvenirs douloureux, Josh. Laisse-moi m'en occuper. J'ai refusé. Ces souvenirs étaient tout ce qui me restait. Richard m'a envoyé un email me suggérant de vendre l'appartement. Trop grand pour un homme seul. Trop rempli de fantômes. Je l'ai ignoré. Cet appartement était le foyer qu'Émilie et moi avions construit. Le quitter aurait été abandonner la dernière chose physique qui nous reliait. Après cela, silence total. 3 ans de rien. Jusqu'à ce que cette enveloppe arrive. L'enquêteur de Thomas a travaillé rapidement. Une semaine plus tard, j'étais de retour dans son bureau, écoutant des nouvelles qui ont transformé la confusion en une clarté cristalline. Les Pemberton sont en train de couler, a déclaré Thomas en étalant des documents sur la table. Le cabinet de Richard a fait face à 3 poursuites pour faute professionnelle au cours des 2 dernières années. L'une d'entre elles a été réglée pour un montant non divulgué, mais ma source dit qu'il était substantiel. Les 2 autres sont toujours en cours et vont être jugés. Pire encore, le cabinet fait l'objet d'une enquête pour obstruction à la justice dans une ancienne affaire. Richard risque d'être radié du barreau. Il passa au document suivant. Le manoir de Riverside Estate est hypothéqué jusqu'au plafond. Il a été refinancé 4 fois au cours des 5 dernières années. Il y a une deuxième hypothèque de 600 000 $ contractée il y a 8 mois. Et regardez ça, dit-il en pointant une ligne en surbrillance, avis de saisie hypothécaire déposé il y a 3 semaines. Ils sont à 90 jours de perdre leur maison. Mon esprit travaillait rapidement, reliant les points. Alors ils ont besoin d'argent. De l'argent rapidement. Exactement. Et voici la partie intéressante. Émilie avait un fonds fiduciaire laissé par sa grand-mère, n'est-ce pas? 25 000 $ qui vous ont été transférés à sa mort. J'ai acquiescé. Oui, mais j'ai déjà utilisé la majeure partie pour payer les funérailles et certaines de ses factures médicales. Il en reste peut-être 5 000. Ils ne le savent pas, dit Thomas, un lent sourire traversant son visage. Et je parierais qu'ils ne savent pas non plus combien vaut votre appartement aujourd'hui. Le marché immobilier a explosé ces 3 dernières années. Si vous avez acheté cet appartement 250 000 $, il en vaut facilement 450 000 aujourd'hui. Sans dette, sans hypothèque. C'est une mine d'or pour quelqu'un de désespéré. La vérité était écœurante dans sa simplicité. Ils ne voulaient pas me protéger. Ils voulaient liquider mes actifs pour sauver leur peau. L'appartement vendu, l'argent qu'ils pensaient que j'avais, tout cela pour combler leurs trous financiers tandis que Richard luttait pour conserver la licence et le style de vie qui définissait son identité. Cela change complètement la donne, dis-je, ma voix plus ferme à présent. Ça change tout, acquiesça Thomas. Mais Josh, nous avons besoin de plus que cela. Nous devons prouver que vous n'êtes pas seulement compétent, mais exceptionnellement doué. Parce qu'ils vont faire venir des médecins, ils vont déformer votre thérapie de deuil, ils vont présenter chaque moment de tristesse naturelle comme une preuve d'effondrement mental. Alors dites-moi, dit-il en se penchant en avant, que cachez-vous? Vous avez mentionné que vous aviez quelque chose qu'ils ne savaient pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris une profonde inspiration.
Il était temps de révéler le secret que j'avais si soigneusement gardé, même à Émilie au cours de ces derniers mois, parce que je voulais la surprendre quand il serait complet. Je collectionne des manuscrits et des artefacts historiques rares. Ai-je commencé? Cela a commencé comme un passe-temps il y a 15 ans. Je me rendais à des ventes aux enchères immobilières, des ventes de bibliothèques, des marchés d'antiquités. J'ai appris à reconnaître la valeur là où d'autres ne voyaient que du vieux papier. Des lettres de soldats de la guerre civile. Des journaux intimes de pionniers. Des documents indigènes. Au fil des ans, j'ai constitué une collection importante. Thomas m'observait avec un intérêt croissant. À quel point est-elle importante? J'ai 143 pièces authentifiées et évaluées par des professionnels. La dernière évaluation remonte à 6 mois. J'ai fait une pause, laissant le chiffre suivant produire tout son effet. 2,8 millions de dollars. Le silence dans le bureau était total. Thomas était complètement immobile, digérant ce qu'il venait d'entendre. 2,8 millions, répéta-t-il lentement. En manuscrits et artefacts historiques. Stockés où? Certains dans un coffre-fort bancaire. Les pièces les plus précieuses dans un entrepôt climatisé et sécurisé. Documentation complète, provenance vérifiée, tout est légal et catalogué. Je l'ai regardé. Les Pemberton n'en ont aucune idée. Personne ne le sait, à part mon courtier d'assurance et l'expert professionnel. Un lent sourire s'est dessiné sur le visage de Thomas. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un avocat qui venait de recevoir l'arme parfaite. « Josh, dit-il doucement, ils sont venus au tribunal en prétendant que vous êtes incapable de gérer vos propres affaires. Et vous avez une collection de près de 3 millions de dollars que vous avez constituée grâce à vos connaissances spécialisées, à des recherches minutieuses et à des investissements prudents pendant 15 ans. » Il rit, d'un rire grave et satisfait. Ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Ils n'en ont absolument aucune idée. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis l'arrivée de l'enveloppe, je ressentis autre chose que de la peur et de la colère. Je ressentis une vive anticipation. La première attaque est venue 2 semaines plus tard, alors que je m'y attendais le moins. J'étais en train de cataloguer une collection de lettres datant des années 1860 lorsque mon téléphone a vibré. Un email de Constance. L'objet disait simplement « Inquiétude maternelle ». Josh, nous avons appris par des connaissances communes que tu continues à vivre seul dans cet appartement, isolé du monde. Richard et moi avons longuement discuté de ton bien-être. Nous avons remarqué que tu n'as pas assisté aux événements familiaux ces dernières années et que tu sembles t'être éloigné de tous les cercles sociaux. En tant que seul proche parent qu'Émilie ait laissé, nous nous sentons responsables de veiller à ce que tu reçoives le soutien adéquat. Notre avocat te contactera bientôt pour discuter des prochaines étapes. Affectueusement, Constance. Chaque mot était empreint de fausseté. Des événements familiaux auxquels ils ne m'ont jamais invité. Des cercles sociaux dont je n'ai jamais fait partie. Et cette dernière phrase sur l'avocat était une menace à peine voilée, déguisée en préoccupation. J'ai répondu avec une politesse glaciale. « Constance, je vous remercie de votre sollicitude, mais je vais très bien. Mon travail est gratifiant. Je suis en excellente santé et j'ai un solide réseau d'amis et de collègues. Il n'y a pas besoin d'intervention juridique. » Josh. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Josh, votre refus d'accepter de l'aide ne fait que renforcer nos inquiétudes. Un homme vraiment stable n'aurait pas peur d'une évaluation professionnelle. Nous allons procéder comme prévu. C'était donc ainsi. Peu importait ce que je disais ou faisais. Ils avaient déjà décidé du scénario, et mon rôle dans celui-ci était celui d'un homme brisé qui avait besoin d'être sauvé de lui-même. Le docteur Hélène Ramos, ma thérapeute depuis 2 ans, a été indigné lorsque je lui ai parlé de la procédure. Josh, je peux témoigner sans hésitation que vous avez géré votre perte de manière remarquablement saine. Le deuil n'est pas une maladie mentale. Vous avez traversé le processus naturel du deuil, vous avez maintenu des routines productives, vous avez cherché du soutien lorsque cela était nécessaire. Je fournirai tous les documents dont votre avocat aura besoin. Mais les Pemberton ne s'intéressaient pas aux faits. Ils construisaient un récit. Et les récits n'ont pas besoin d'être vrais, seulement convaincants. La deuxième attaque était plus subtile et beaucoup plus venimeuse. J'ai reçu un appel de Janet, ma superviseure au musée. Sa voix était tendue, mal à l'aise. « Josh, quelque chose d'étrange s'est produit aujourd'hui. Un homme s'est présenté comme un détective privé travaillant pour le compte de votre famille. Il a posé des questions sur vos performances, votre stabilité émotionnelle, si vous sembliez confus ou désorganisé. Il a dit que c'était pour votre propre bien. » Elle a fait une pause. Évidemment, je ne lui ai fourni aucune information, si ce n'est pour confirmer que vous travaillez ici et que vous êtes un employé exemplaire. Mais j'ai pensé que vous deviez le savoir.
J'ai senti mon sang bouillir. Ils essayaient de monter un dossier contre moi, cherchant la moindre preuve qui pourrait être déformée. Une journée difficile au travail devenait un manque de concentration. Un après-midi à la maison devenait un isolement dangereux. Merci de m'avoir prévenu, Janet. Et merci de ne pas collaborer à cette mascarade. Josh, dit-elle doucement, vous êtes l'un des professionnels les plus dévoués et les plus compétents qui ait jamais travaillé ici. Si vous avez besoin d'une lettre de recommandation ou d'un témoignage, considérez que c'est fait. J'ai raccroché, les yeux brûlants. Pas de larmes, mais de pure et cristalline colère. Les Pemberton n'essayaient pas seulement de me voler. Ils essayaient de détruire ma réputation, de salir mon nom professionnel, de transformer ma vie soigneusement construite en preuve d'échec. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau personnel, entouré de ma collection. J'ai ouvert les dossiers méticuleusement classés. Des lettres de soldats confédérés décrivant la vie dans les tranchées. Les journaux intimes de femmes pionnières traversant le pays en chariot. Des documents officiels signés par des personnages historiques mineurs qui ont contribué à façonner la région. Chaque pièce avait une histoire, une provenance vérifiée, une valeur qui augmentait d'année en année. Ce n'était pas une accumulation aléatoire. C'était une conservation spécialisée. Des connaissances appliquées. Un investissement intelligent à long terme. Exactement le type de comportement qui démontre une compétence exceptionnelle et non une incapacité. Thomas m'a appelé pour me donner des nouvelles. Leur avocat, un certain Arthur Moss du cabinet Richard, a déposé des documents supplémentaires. Ils font appel à un psychiatre comme témoin expert. Un certain docteur Gérald Vance. Laissez-moi deviner, ai-je dit avec amertume. Quelqu'un qui va diagnostiquer une dépression sévère sans jamais m'avoir rencontré. Exactement. Il basera son témoignage sur des entretiens avec les Pemberton et sur l'examen de ce qu'ils appellent un comportement inquiétant. C'est une absurdité scientifique, mais cela peut sembler convaincant pour un juge qui ne connaît pas mieux. Et que faisons-nous? Nous dressons notre propre liste de témoins. Le docteur Ramos, votre superviseur, vos collègues, vos amis. Des personnes qui peuvent attester directement de votre compétence et de votre stabilité. Et Josh, il fit une pause significative, le moment est venu de commencer à préparer la divulgation de votre collection. J'aurai besoin de toute la documentation, évaluation, certificat d'authenticité, registre d'achat, tout. J'ai envoyé les fichiers le soir même. Des pages et des pages de documentation professionnelle. Chaque article suivi, chaque transaction enregistrée, chaque évaluation signée par des experts reconnus. C'était le témoignage de 15 années de passion disciplinée et de connaissances appliquées. Mais malgré toute cette préparation, le doute rongeait les bords de ma confiance. Et si le juge les croyait? Et si l'argent et les relations suffisaient à déformer la réalité? Je pouvais tout perdre. Mon appartement, ma collection, mon autonomie. Je pouvais devenir légalement un enfant aux yeux de la loi, avec Richard et Constance contrôlant chaque aspect de ma vie. La troisième attaque a été la plus cruelle. Elle est venue sous la forme d'un appel de Michael, le jeune frère d'Emily. Il n'avait jamais été proche de ses parents, s'étant éloigné d'eux il y a des années pour poursuivre une carrière de photographe itinérant. Nous nous parlions occasionnellement, lors des anniversaires et des fêtes. Josh, mec, je dois te dire quelque chose. Sa voix était lourde de culpabilité. Mes parents m'ont appelé. Ils m'ont dit qu'ils s'inquiétaient pour toi, que tu n'allais pas bien depuis la mort d'Emily. Ils m'ont demandé de témoigner de ton air perdu et déprimé lors des funérailles. Mon estomac s'est noué. Et tu vas le faire? Bien sûr que non, s'est-il exclamé. Tu étais en deuil à l'enterrement de ta femme. Tout le monde l'était. C'est normal, ce n'est pas le signe d'un effondrement mental. Mais Josh, ils essaient de recruter tous ceux qui te connaissent. Ils offrent de l'argent, profèrent des menaces voilées. C'est fou. Quand j'ai raccroché, quelque chose en moi s'est finalement durci complètement. Il ne s'agissait plus de me défendre. Il s'agissait de m'assurer qu'il paie pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque tentative de détruire la vie que j'avais reconstruite à partir des cendres de ma plus grande perte. J'ai appelé Thomas. Je veux riposter. Pas seulement nous défendre. Je veux les exposer complètement. Il y eut un moment de silence satisfait à l'autre bout du fil. J'attendais que tu dises ça. J'ai déjà quelques idées. Et en raccrochant, j'ai regardé à nouveau ma collection. Les Pemberton pensaient connaître ma valeur, pouvoir mesurer ma vie en termes de salaire et d'apparence. Mais la vraie valeur ne vient pas des manoirs ou des titres pompeux. Elle vient de la construction patiente et passionnée de quelque chose qui a du sens. Ils étaient sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit. Le procès était prévu dans 3 semaines.
Et lorsque le juge demanderait la liste officielle de mes biens, Richard et Constance Pemberton découvriraient que le gendre indésirable qu'ils méprisaient tant avait gardé son dernier atout. Un atout qui réduirait leur arrogance en cendres. Tom a mis au point une stratégie qui frisait le théâtral. Laissons-les construire leur château de mensonges. Plus il sera haut, plus la chute sera spectaculaire. Il étala des documents sur la table. Mais nous avons besoin de plus que votre collection. Nous devons démolir chaque allégation avec une précision chirurgicale. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à constituer un dossier. Le docteur Ramos a fourni des rapports détaillés montrant une progression saine dans le deuil. Janet a rédigé une lettre de recommandation qui ressemblait davantage à une déclaration d'amour professionnel. En 10 ans, Josh n'a jamais manqué une échéance, n'a jamais commis d'erreur de catalogage et a sauvé 3 collections historiques de dommages permanents grâce à son souci méticuleux du détail. Ma banque a fourni un historique complet. Aucun retard de paiement en 15 ans, une épargne régulière, des investissements conservateurs mais solides. La gérante de mon immeuble a témoigné que je payais mon loyer avant la date d'échéance et que je maintenais mon appartement dans un état impeccable. Mais la véritable préparation s'est faite pendant les nuits solitaires passées dans mon bureau. J'ai passé en revue chaque pièce de ma collection, vérifiant la documentation, la provenance, les certificats d'authenticité. Tout devait être irréfutable. Il ne devait y avoir aucune marge de manœuvre pour remettre en question quoi que ce soit. Parmi les pièces les plus précieuses figurait une série de lettres échangées entre 2 officiers confédérés pendant le siège de Vicksburg. J'avais acheté le lot pour $800 lors d'une vente de succession il y a 12 ans. Dernière estimation, $320 000. Le journal intime d'une pionnière qui a traversé l'Oregon Trail, acheté pour $1 200, valait désormais $415 000. Des documents officiels signés par des gouverneurs territoriaux, des cartes topographiques originales, des photographies rares de la construction du chemin de fer transcontinental. Chaque acquisition représentait des heures de recherche, de comparaison des prix, de vérification de l'authenticité. Ce n'était ni de la chance ni du hasard. C'étaient des connaissances spécialisées appliquées avec discipline pendant plus d'une décennie et demie. Ce n'est pas du collectionnisme ordinaire, a déclaré Thomas après avoir tout examiné. C'est de la conservation de niveau muséal. Vous avez constitué une collection pour laquelle les universités paieraient des fortunes. Mais pendant que nous préparions ma défense, les Pemberton ont intensifié leur offensive. J'ai été informé qu'ils avaient engagé un 2e psychiatre pour une évaluation indépendante. Le docteur Harrison Webb, un professionnel connu pour ses diagnostics généreux lorsqu'il est bien payé. Puis vint le coup le plus bas. Arthur Moss, leur avocat, obtint une ordonnance judiciaire temporaire gelant partiellement mes comptes sous prétexte de risque de dissipation des actifs pendant la procédure conservatoire. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus accéder à plus de $500 par semaine de mes propres économies. C'est un abus de procédure, s'est exclamé Thomas lorsqu'il l'a appris. Ils essaient de vous étrangler financièrement, de vous forcer à accepter un accord. Mais j'avais prévu cela. 3 mois plus tôt, lorsque le premier courrier était arrivé, j'avais transféré suffisamment de fonds sur un compte séparé dans une autre banque. Ce n'était pas pour cacher de l'argent, mais par prudence. J'avais suffisamment de liquidités pour survivre confortablement pendant 6 mois. Richard m'a appelé personnellement pour la première fois depuis des années. Sa voix avait ce ton de fausse inquiétude que je connaissais bien. Josh, cela devient désagréable et coûteux pour tout le monde. Pourquoi ne pas éviter le tribunal? Nous pouvons mettre en place une tutelle limitée, quelque chose qui vous apporte un soutien sans être intrusif. Un soutien dont je n'ai pas besoin et que je n'ai pas demandé, ai-je répondu froidement. Vous êtes têtu et irrationnel. C'est exactement ce que nous essayons d'éviter. Son masque s'est légèrement effrité, laissant apparaître son irritation. Émilie aimerait que tu acceptes notre aide. Mentionner Émilie était une erreur de sa part. Émilie me connaissait mieux que vous n'avez jamais pris la peine de le faire. Elle savait que je suis parfaitement capable de m'occuper de ma vie. Et si elle était là, elle serait de mon côté, pas du vôtre. Il raccrocha sans attendre de réponse. La pression s'intensifia de manière subtile et cruelle. Constance commença à répandre des rumeurs dans les cercles sociaux qu'elle pensait que je fréquentais, mais que je ne fréquentais pas. Des histoires sur mon incapacité à faire face à la réalité et mon déclin mental inquiétant. Des amis éloignés commencèrent à m'envoyer des messages gênants me demandant si j'allais bien. Le docteur Webb s'est présenté au musée sans prévenir, prétendant vouloir voir mon environnement de travail dans le cadre de l'évaluation. Janet l'a poliment mais fermement mis à la porte. Il s'agit d'un lieu de travail professionnel, pas d'une clinique psychiatrique. Si le docteur Webb souhaite obtenir des informations sur les performances de M. Mercer, il peut en faire la demande officielle par les voies appropriées.
Chacune de leurs attaques était documentée. Chaque mensonge était consigné. Chaque tentative de manipulation, archivée. Thomas construisait un contre-dossier qui démontrait non seulement ma compétence, mais aussi leur malveillance flagrante. Lorsque nous arriverons au tribunal, dit-il lors d'une de nos dernières réunions, je veux que vous soyez préparés à une chose. Ils vont essayer de détruire votre image. Ils vont déformer chaque moment de tristesse naturelle en pathologie. Ils vont transformer votre deuil en maladie. Je sais. Et lorsque nous présenterons votre collection, leur réaction sera intense. Richard pourrait exploser. Constance pourrait faire une crise de nerfs. Leur objectif sera de faire croire que vous avez malicieusement caché des actifs, comme si cela prouvait votre instabilité. Qu'ils essaient. Ma voix était plus ferme que je ne me sentais. La vérité, c'est que j'ai construit quelque chose de précieux grâce à ma passion et à mes connaissances. Il n'y a rien d'instable là-dedans. La veille du procès, je suis resté éveillé tard. Non pas par nervosité, mais par un étrange sentiment d'aboutissement. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans l'ombre de la perte d'Émilie. Les Pemberton me voyaient comme une extension pathétique de cette tragédie, un homme trop brisé pour se reconstruire. Mais en regardant autour de moi dans mon appartement, en voyant les étagères que j'avais construites, les meubles que j'avais restaurés, en sachant que dans le coffre-fort et la banque se trouvaient les preuves de 15 années de discipline et d'expertise, j'ai compris quelque chose de fondamental. Je n'avais jamais été brisé. J'avais seulement été temporairement courbé sous un poids insupportable. Et maintenant, je me tenais à nouveau debout, plus fort pour avoir porté ce poids et survécu. Si vous suivez ce parcours vers la réussite et que vous voulez voir comment cette bataille se termine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui allait se passer dans cette salle d'audience dans les heures à venir n'était pas seulement ma victoire ou ma défaite. C'était le moment où Richard et Constance Pemberton allaient découvrir le prix réel de sous-estimer quelqu'un sur la base de simples apparences superficielles. J'ai enfilé mon plus beau costume, celui qu'Émilie m'avait aidé à choisir des années auparavant pour une cérémonie au musée. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu non pas un homme fragile ayant besoin d'être pris en charge, mais un expert respecté, un veuf qui avait honoré sa perte en continuant à vivre avec détermination. Demain, murmurai-je à mon reflet, ils comprendront qui je suis vraiment. Et lorsque le marteau du juge frapperait, lorsque la liste officielle de mes biens serait lue à haute voix dans cette salle d'audience, les expressions de choc et d'horreur sur les visages des Pemberton seraient une image que je garderai à jamais. Non par vengeance mesquine, mais comme preuve que la vraie valeur ne vient pas des manoirs ou des noms de famille. Elle vient de ce que vous construisez de vos propres mains et de votre propre esprit, pierre par pierre, au fil d'années de dévouement silencieux. La guerre commencerait à l'aube. Et j'étais prêt. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Des murs en bois sombre, un silence pesant, la climatisation ronronnant doucement. Richard et Constance étaient déjà assis à la table des requérants, impeccables dans leurs costumes coûteux. Constance portait des perles, Richard sa montre Rolex. Ils étaient exactement ce qu'ils semblaient être, la richesse et l'influence incarnée. Thomas et moi nous sommes assis de l'autre côté. Je portais mon plus beau costume, mais comparé au leur, il semblait modeste. Exactement l'image qu'il voulait projeter au juge. Le juge Harold Morrison est entré, un homme d'une 60aine d'années aux yeux fatigués mais attentifs. Arthur Moss s'est immédiatement levé, la voix douce et professionnelle. Votre honneur, mes clients sont ici aujourd'hui motivés par une profonde préoccupation familiale. Joshua Mercé, veuf depuis 3 ans, montre des signes inquiétants d'isolement et prend des décisions financières discutables. Il vit seul dans un appartement modeste, occupe un emploi sans perspective d'évolution et refuse toute aide familiale. Constance fut appelée à témoigner. Sa prestation fut impeccable. Voix tremblante, yeux embués, langage corporel d'une mère inquiète. Depuis que nous avons perdu notre chère Émilie, Josh s'est complètement renfermé. Il ne répond pas à nos appels, refuse nos tentatives d'aide. Nous craignons que, dans son état de vulnérabilité, il ne soit la proie de profiteurs. Thomas n'a posé qu'une seule question lors du contre-interrogatoire. Madame Pemberton, quand avez-vous vu l'appartement de Monsieur Mercé pour la dernière fois? Elle a hésité. Eh bien, nous ne l'avons pas visité récemment, mais... Votre évaluation de ses conditions de vie est donc basée sur des suppositions et non sur une observation directe. Nous connaissons notre gendre, répondit-elle avec un calme retrouvé. Richard témoigna ensuite, de manière plus technique, parlant des incapacités à maximiser son potentiel financier et de résistance à des conseils professionnels compétents. Il brossa le portrait d'un homme à la dérive, gaspillant le modeste héritage d'Émilie dans une vie sans but. Puis vint le docteur Webb, leur psychiatre. Il diagnostiqua une dépression sévère et une altération possible du jugement, en se basant exclusivement sur des entretiens avec les Pemberton.
Thomas le détruisit méthodiquement. Docteur, avez-vous déjà évalué Monsieur Mercé personnellement? Non, mais d'après les témoignages. Les témoignages de personnes qui ne l'ont pas vu depuis des années et qui ont un intérêt financier direct dans cette affaire. Webb a rougi, mais il a maintenu sa position. C'était notre tour. Le docteur Ramos a témoigné de ma santé mentale exemplaire. Janet a parlé de 10 ans de travail irréprochable. Mon directeur de banque a présenté un historique financier irréprochable. Puis Thomas m'a appelé. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigé vers la chaise des témoins. Il m'a guidé à travers des questions simples. Mon travail, ma routine, mes finances. J'ai donné des réponses claires et directes. Je n'ai pas montré d'émotion excessive. Juste une compétence calme. Monsieur Mercé, a finalement déclaré Thomas, pour cette procédure, nous avons préparé un inventaire complet de vos actifs. Votre honneur, je demande à l'officier de lire le document pour enregistrement. Le juge a fait signe. Le greffier a ouvert le dossier. Point 1. Appartement à Cedar Heights, entièrement remboursé. Valeur marchande actuelle, 450 000 $. J'ai vu Richard se crisper. Il pensait que je remboursais encore un prêt immobilier. Article 2, véhicule 2018, entièrement payé. Valeur, 18 000 $. Article 3, compte bancaire et investissements divers. Total, 82 000 $. Constance commença à sourire légèrement. Des chiffres modestes qui confirmaient leur point de vue. Article 4, poursuivit le greffier, collection de manuscrits historiques et d'artefacts certifiés. Son sourire vacilla. Sous-catégorie A, lettres et correspondances de la période de la guerre civile, évaluées par des professionnels à 320 000 $. Richard se pencha brusquement en avant. Sous-catégorie B, journaux intimes et documents de pionniers, 19e siècle. Évaluation, 415 000 $. Constance pâlit. Sous-catégorie CAG, documents officiels, cartes originales, photographies historiques, artefacts indigènes certifiés. Valeur totale combinée. Il marqua une pause, 1 800 000 $. Le silence dans la salle d'audience était absolu. Valeur totale de l'inventaire du défendeur Joshua Mercé, 2 765 000 $. Richard se leva si brusquement que sa chaise grinça. C'est impossible. Il est conservateur de musée. Où diable a-t-il trouvé? Monsieur Pemberton. Le juge frappa son marteau. Asseyez-vous immédiatement. Mais Richard était hors de lui, le visage rouge de choc et de rage. Il a caché ça. 3 millions de $ et il n'a jamais rien dit. Cela prouve qu'il est instable, manipulateur. Monsieur Pemberton, tonna le juge. Un mot de plus et vous serez expulsé. Thomas se leva calmement. Votre honneur, Monsieur Mercé a constitué cette collection pendant 15 ans grâce à ses connaissances spécialisées en histoire et en antiquité. Chaque pièce est documentée, authentifiée, assurée et acquise légalement. Cela démontre non pas une instabilité, mais une discipline exceptionnelle et une expertise rare. Il se tourna vers les Pemberton. Les requérants ont allégué que mon client était incapable de gérer des actifs. Nous avons découvert qu'en réalité, les requérants sont confrontés à une faillite imminente, à de multiples poursuites judiciaires et à une saisie hypothécaire. Cette demande n'est pas une protection. C'est de la prédation. Constance avait les mains sur la bouche. Richard s'enfonça dans son fauteuil, le choc se transformant en horreur grandissante. Le juge regarda Arthur Moss. « Maître, votre client a-t-il quelque chose à dire ?» Moss était pâle. « Votre honneur, nous n'avions pas connaissance. »« Manifestement pas, » l'interrompit froidement le juge. « Parce que vous n'avez pas pris la peine de vraiment connaître l'homme que vous essayez de déclarer incompétent. » Il me regarda. « Monsieur Mercé, en 30 ans dans cette cour, j'ai rarement vu une démonstration plus claire de compétence et de capacité. Requête rejetée avec préjugés. » Le marteau tomba. Fin. Richard enfouit son visage dans ses mains. Constance me regardait comme si elle voyait un étranger. Parce que c'était exactement le cas. Il ne m'avait jamais connu. Et maintenant, trop tard, il découvrait qui j'étais vraiment. L'enquête du juge Morrison sur l'affaire Pemberton a révélé une manipulation flagrante du système judiciaire. Richard a fait l'objet d'une procédure disciplinaire de la part du barreau et a été suspendu pour 2 ans. Le manoir a été mis aux enchères 3 mois plus tard. Constance a dû vendre ses bijoux et résilier toutes ses adhésions à des clubs exclusifs. Quant à moi, le musée m'a promu conservateur principal. Ma collection a été reconnue dans les milieux universitaires. J'ai fait don de certaines pièces à des universités au nom d'Émilie,
honorant ainsi sa mémoire d'une manière que les Pemberton n'ont jamais pu faire. Michael, le frère d'Emily, m'a appelé quelques semaines plus tard. Elle a toujours su qui tu étais vraiment, Josh. Elle serait fière de toi. J'ai appris que la vraie valeur ne vient pas des manoirs ou des noms de famille. Elle vient de ce que vous construisez avec passion, discipline et temps. Les Pemberton ont mesuré ma vie en termes de salaire et d'apparence. Ils se sont complètement trompés. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice et de rebondissement. 3 ans après le procès, j'ai croisé Richard dans une galerie d'art. Il a détourné le regard. Je me suis contenté d'acquiescer et j'ai continué à admirer une exposition de lettres historiques. Certaines leçons coûtent une fortune à apprendre. Et certaines personnes ne valent jamais le prix qu'elles essaient de vous faire payer. А где сам стрим? Ты что, не видишь стрим? В Сочи. Автомобиль подарю такси. О! О, лампочку вам покажу, достали. Нет ничего. Пока дождемся у Мирополя. 10 минут, по-моему, посадка. Да? Я думал, к 10 принесут. 12:10 у нас посадка. Полчаса есть. 2 бутерброда, 520 рублей. Осуждаю. Красиво. Стоим 10 минут. Надо не позвонить. Зачем? О, иди забирай. Я наберу? Да. Да, сынок, привет. Пока я не могла нормально говорить. Отметим это дело. О. Смотри, какой идеальный обед. Ну да. Пиво. Давай, Люся. Все, с днем рождения. Спасибо. О, давай. Стой. Да? Что за пиво фигня, да? Невкусное? Все. Давай. Все.
Миша, нормально сделай лицо. Давай, на меня смотри. Да что? Давай мы подстригем в ванну. Правда, какой-то мотаная. Что такое тяна? Размалевка, что ли? Не знаю. Где мама? Чужое мнение такое, ну такое.